Le kiosque d'Europe 1 et ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet et l'Écho, Eva Rock et la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Peut-on vaincre Daesh ? Question posée à la une par Direct Matin, mais à laquelle il est bien difficile aujourd'hui encore de répondre avec un oui qui serait pourtant tellement réconfortant. Alors aujourd'hui en France, est allé vous demander votre avis, vos idées pour faire face. 50 Français répondent. Les réponses fusent un peu comme la liste de nos angoisses. Il faut plus de policiers en banlieue, dit un syndicaliste policier précisément. Des portiques devant chaque école, demande une maman. Empêcher la radicalisation des détenus, estime un aumônier musulman de la prison de Fleury-Mérogis. Faire connaître les gestes qui sauvent, affirme un cadre de la Croix-Rouge. Ne restons pas seuls, supplie une gardienne d'immeuble. Que chaque mosquée hisse le drapeau français, propose le membre d'une association interculturelle, etc., etc. La parole, vous l'avez également en une du Figaro qui titre sur les résultats d'un sondage. Les Français prêts à limiter leur liberté pour plus de sécurité. 84% des Français sont d'accord. Les Échos se réjouissent de voir que la Commission européenne sera souple sur le déficit de Paris et titre « Le feu vert de Bruxelles à l'effort de guerre français ». Quand Libération nous emmène dans la fabrique djihadiste. Autrement dit, à Molenbeek, cet arrondissement de Bruxelles, vers où convergent les éléments de l'enquête sur les attentats parisiens. Toujours dans l'IB, Willem réunit Bachar el-Assad et François Hollande dans un même dessin. Le président syrien, les mains dégoulinantes de sang, s'adresse au chef de l'État. « Cher ami, il te faut un assassin pour assassiner un assassin ». François Hollande, gêné de répondre « Arrêtez de m'appeler cher ami ». À la une des régions, Marion Calais, quelques-unes de la presse régionale ce matin, évidemment beaucoup autour de l'attentat encore. Oui, avec notamment en première page dans la Nouvelle République, l'inquiétude dans le monde du spectacle, dans les hôtels, les conséquences économiques se font déjà sentir en Touraine après les attentats. Mais c'est vrai aussi que l'actualité des régions reprend ses droits à la une. Il y a cette saisie impressionnante dans les dernières nouvelles d'Alsace, 176 armes et 1 tonne de munitions découvertes chez le père du collégien suspecté d'avoir tiré sur un de ses camarades. Dans le Courrier de l'Ouest, une autoroute ravagée avec une sorte de traînée noire sur le goudron, conséquence de l'explosion de bouteilles de gaz sur l'A11, l'autoroute qui pourrait rouvrir aujourd'hui. Pour l'histoire du jour, vous avez choisi délibérément, et on vous en remercie de nous changer les idées, grâce à Ouest France et une banque qui ne lâche jamais ses clients. Ah ça, jamais. D'ailleurs, quelle ne fut pas la surprise de Jean-Luc quand il a reçu cette lettre de la Banque Postale adressée à sa grand-mère Constance. C'est le moment de faire le point sur vos projets, disait le courrier. Désolé, a répondu Jean-Luc, elle ne prendra pas rendez-vous avec votre conseillère car elle n'a pas d'épargne ni de projet immobilier. En effet, elle est décédée il y a 32 ans. Voilà la réponse du petit-fils qui assure que jamais jusque-là il n'avait reçu un tel courrier. Pourtant, la Banque Postale qui a envoyé la lettre assure que depuis 1983, le décès n'avait pas été signalé et comme madame, paraît-il, dispose toujours d'un compte, l'envoi a été automatique. Il y avait une banque dont le slogan était « Une relation durable, ça change la vie ». Peut-être le Crédit Agricole, il me semble, il y a quelques années. Voilà, histoire à lire donc dans Ouest France. À la une de la presse internationale, Jean-Philippe Ballas ce matin, une histoire vraiment impressionnante, époustouflante de greffe du visage. Ça se passe aux États-Unis. Oui, c'est la greffe la plus complète à ce jour, c'est ce qu'affirment les médecins. On ne voit pas de cicatrice et c'est la fin d'un très long processus pour Patrick Hardison. C'est un jeune pompier entièrement défiguré il y a 14 ans alors qu'il intervenait dans une maison en flammes dans le Mississippi. À l'époque, il va passer des mois et des mois à l'hôpital avant de commencer une nouvelle vie, une vie difficile, douloureuse, une vie donc sans visage. Jusqu'au jour où Patrick croise un professeur spécialiste des greffes. Un médecin qui le trouve suffisamment solide physiquement et psychologiquement pour tenter l'aventure. Va suivre une batterie de tests, 150 personnes mobilisées. Il ne manque plus que le donneur. Il apparaît en juillet dernier. C'est un jeune homme de 26 ans. Il a été victime d'un accident de vélo et il est en état de mort cérébrale. Et l'opération va durer une trentaine d'heures à la fin de l'été. Ce n'est qu'aujourd'hui donc que les médecins diffusent les premières images. Évidemment, les télévisions américaines racontent l'histoire. Il y a une scène particulièrement émouvante où on voit Patrick Hardison qui accueille ses enfants dans sa chambre d'hôpital. Des enfants dont certains ne l'ont jamais vu avec un vrai visage, un visage d'être humain. Alors il faut savoir que le coût d'intervention c'est quand même $1 million. Ça a été pris en charge par une bourse spéciale. Aujourd'hui, Patrick Hardison, il a 41 ans, il va bien, disent les médecins. Il n'a pas encore fait d'apparition en public, en tout cas. Il y avait une première greffe totale de visage en France, non, il me semble. Absolument, c'était en 2010 et c'était par l'équipe du professeur Lantieri. On en avait énormément parlé à l'époque. Axel de Tarlet, vous avez envie d'aller vite ce matin. Le retour du Concorde, un constructeur américain annonce le lancement d'un avion supersonique presque pour demain, pour 2023. Voilà. C'est à lire sur le site de l'agence de presse Bloomberg. Voilà, exactement. Alors pour l'instant, c'est un projet, un plan, mais ce projet va devenir réalité
réalité, c'est en tous les cas le souhait de ce milliardaire texan, d'un milliardaire texan, qui bénéficie quand même du soutien et de la crédibilité d'Airbus. Et c'est pourquoi on en parle aujourd'hui, parce qu'hier, il a reçu une première commande de 20 appareils pour 2023, donc de la part d'une compagnie de jet privé, parce qu'il faut tout de suite préciser que ce ne serait pas un avion de ligne, hein, ce serait un jet privé capable de n'emporter que 12 personnes, alors 12 personnes qui voleraient à 1,5 fois max, ça fait ça fait près de 2000 km/h. Alors c'est moins vite que... Oui, mais notre Concorde, il allait à 2500 km/h. Il allait quand même, il allait plus vite. Oui, Voilà. c'est pas mal quand même. Alors, il y a quand même évidemment des problèmes qui restent nombreux. D'abord, le coût. Alors, le milliardaire texan nous parle d'un coût de 120 millions d'euros pièce. Ça serait quand même 3 fois plus cher que les actuels jets privés, mais à ce prix-là, vous savez, la vitesse fait vendre, et il y a beaucoup de milliardaires sur Terre. Deuxième problème, c'est la consommation de carburant, qui est 3 à 4 fois C'est supérieure. pas très COP21, tout ça. Non, c'est pas très... Et puis il y a un troisième problème, c'est le bang supersonique. Alors du temps du Concorde, ça allait parce que le bang avait lieu au-dessus de C'est l'Atlantique. le boom là. Voilà, quand il c'est passe ça, à la le vitesse boom du quand son. il passe à la vitesse du son, qui est environ de 1200 km/h. Mais le problème avec un avion, un jet privé, c'est que il peut atterrir n'importe où. Il peut aller, il est censé aller à Rome, à Lyon, à Cannes, etc. Donc Et ça peut là- être boum au-dessus de la maison. Quoi. Voilà, et donc ça c'est un problème un problème de taille, mais ça fait plaisir de voir que 12 ans après la fin du Concorde, on rêve à nouveau d'une vitesse supersonique et que les Français d'Airbus participent à nouveau à cette aventure. À la télé ce soir, Killing Time sur Arte à 22h15, ça vous a vraiment plu, Eva Rock? Ah oui, et je vous emmène à 29 Palms, c'est en plein cœur du désert californien, à quelques mètres d'une base militaire américaine. C'est une ville où règne un peu une ambiance à la Bagdad Café, et ce documentaire va vous emmener donc dans cette commune où vivent les soldats entre deux missions, entre l'Irak et l'Afghanistan. Et bien ils viennent retrouver leur famille ici, et leur mission, c'est un peu tuer le temps en allant notamment dans des salons de tatouage. Et pendant que le tatoueur fait son boulot, et bien eux, les militaires, ils racontent ce qu'ils ont vécu les jours précédents, alors avec un détachement qui peut paraître un peu déroutant. Quand ça arrive vraiment, tu restes concentré, ton pote meurt, tu passes une après-midi à encaisser, et puis tu y retournes. Tu dois plus y penser. Par contre, une fois que tu rentres à la maison, il y a l'alcool, et c'est là que les problèmes commencent. Alors là, ce que vous entendez, c'est pas du tout une interview d'un des militaires. Il parle vraiment à son tatoueur. Il n'y a pas de commentaire, il n'y a pas d'interview. C'est Il n'y a pas d'interview uniquement... face caméra. quoi. Exactement, c'est uniquement Scène des de plans vie. séquences, voilà, pour illustrer ce quotidien et de parler de la guerre sans jamais en montrer une quelconque image. D'ailleurs, c'est ça qui est fort. On appelle ça du cinéma du réel. C'est des bouts de vie qui s'égrènent comme ça. C'est très prenant, c'est intense et c'est réalisé par une jeune Française qui s'appelle Lydie Wieshaupt-Claudel et qui a su filmer à la fois les regards et puis les mains de ces militaires où on décèle quelquefois quelques blessures. C'est absolument passionnant. Ça s'appelle donc Killing Time, c'est sur Arte à 22h15. Je vous rappelle qu'un assaut est toujours en cours à Saint-Denis avec des hommes retranchés dans un appartement. Des coups de feu ont été échangés depuis 4h30 ce matin. On y revient dans quelques minutes dans le journal de 6h30. Rideau sur le kiosque. Europe 1.